Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire qu'un rayon de soleil vient égayer. Aujourd'hui, nous avons choisi comme lieu de tournage la ville de Brest elle-même, véritable terrain de jeu pour les artistes adeptes de street art. Je vous propose de poser votre regard sur quelques graffitis qui ornent les murs, façades et ponts brestois. Le graffiti, c'est une manière artistique de s'emparer de l'espace urbain, de lui apporter une signification supplémentaire, de l'embellir, de le faire parler. Le street art a mis quelques années avant de gagner ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel de nos paysages urbains et un merveilleux espace d'expression libre. Au cours de cette émission, c'est Anaïk que nous retrouvons à la librairie pour une sélection 100% polar. Et avant cela, 2 interviews de 2 auteurs venus en rencontre à la librairie, Gaël Josse et Franck Tillier. Franck Tillier est un auteur de romans policiers prolifique. Ses romans sont traduits dans le monde entier et il travaille également pour le cinéma. Dans Lucas, paru aux éditions Fleuve Noir, il nous convie à une nouvelle enquête en compagnie de Charcot et Henbel et nous embarque dans les noirceurs de l'âme humaine. Nous le retrouvons en compagnie d'Anaïk. Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau thriller qui s'intitule Lucas et qui est publié aux éditions Fleuve Noir. La 7e enquête conjointe de vos personnages fétiches, Franck Charcot et Lucie Henbel, qui se sont rencontrés dans le syndrome E. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, donc effectivement, ça fait quelques années qu'ils sont en couple. Alors Charcot, c'est le flic avec beaucoup d'expérience, qui a 25 années de criminalité derrière lui, qui est un fonceur, qui a l'air un peu sombre comme ça, mais qui a vraiment un très très grand cœur. Et Lucie Henbel, elle, qui est une petite flic du Nord au départ, qui est montée en grade au fur et à mesure des enquêtes, qui était assez fascinée justement par les parties très très sombres du crime, les criminels très sophistiqués. Et voilà, ils se sont rencontrés dans un roman qui s'appelle Le syndrome E, et depuis ce temps-là, ils vivent à la ville comme au travail, ils vivent ensemble puisque ils sont en couple, et ils sont Charcot est le chef de Lucie Henbel dans l'équipe de brigade criminelle parisienne. Pouvez-vous nous dévoiler quelques éléments de cette nouvelle intrigue ? Quel thème aviez-vous particulièrement envie d'aborder dans ce nouveau thriller ? Alors, ça se passe dans les nouveaux locaux de la police judiciaire, puisque le 36 quai des Orfèvres n'existe plus en tant que lieu de la police judiciaire. Ils ont déménagé dans un quartier nord, donc l'enquête démarre là, avec 2 meurtres qui se passent quasiment au même moment, donc dès le début du roman, qui n'ont a priori rien à voir, mais on va découvrir qu'ils sont quand même liés. Et c'est vrai que le sujet qui m'a intéressé, au moment de l'écriture, ça a été de regarder ce qui se passait autour de moi, de voir qu'aujourd'hui on est tous connectés les uns aux autres par les réseaux sociaux, par les écrans, par les ordinateurs, par les téléphones portables. Toutes ces données qu'on offre aux machines, aux moteurs de recherche, et de me dire, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte qu'il y avait d'éléments à raconter autour de ce monde numérique qui est en train de s'installer. Alors justement, parmi les thèmes de Lucas, vous traitez de la lutte contre une nouvelle criminalité, la cybercriminalité, ainsi que de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. Diriez-vous que cette criminalité du XXIe siècle est la plus difficile à appréhender par la police d'aujourd'hui ? Oui, elle est compliquée parce que d'une part, c'est des questions de moyens, c'est-à-dire que les policiers sont déjà submergés par tout ce qui est à la surface et tout ce qui est dans le monde, on va dire, réel. Et puis, ce sont des criminels beaucoup plus difficiles à appréhender parce qu'ils ne laissent pas de traces, hormis des traces numériques, c'est le personnage de Charcot qui le dit dans le livre. Lui, il a l'habitude de traquer des êtres de chair et de sang, et c'est vrai que quelqu'un qui se cache derrière des écrans pour commettre des actes criminels, si la personne sait bien se protéger et s'y connaît, c'est très compliqué. Donc c'est un peu vers ce monde-là, avec toutes les nouvelles technologies, que le criminel moderne, on va dire, se dirige. Vous décrivez avec une grande précision tous les sujets que vous traitez, les procédures d'investigation, l'utilisation des nouvelles technologies, les progrès scientifiques et médicaux. Emmenez-vous le lecteur dans une pure fiction ou dans une réalité que jusque-là, il ne pouvait soupçonner ? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire que tout ce que je raconte dans le livre concernant les technologies, la science, les procédures policières de médecine légale, police scientifique, tout ça. Je crée l'intrigue qui est complètement inventée, je crée l'enquête de manière à rejoindre, en fait, de relier entre eux tous ces éléments dont j'ai envie de parler. Donc je dirais que ce qui constitue la fiction, c'est le lien entre des choses vraies, c'est-à-dire des éléments qui sont ceux de notre monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc ce sont des romans quand même qui sont finalement très réalistes et qui
qui nous expose à ce qu'est notre monde aujourd'hui. Gaëlle Josse est une écrivaine qui peu à peu creuse son sillon dans l'histoire de la littérature française. D'elle, vous pouvez notamment lire Les Heures silencieuses, Le dernier gardien d'Ellis Island ou Une longue impatience, puis Une femme en contre-jour, paru aux éditions Notabilia. Elle y conte la vie ordinaire d'une femme extraordinaire, Viviane Meyer. C'est aux questions de Carole qu'elle répond aujourd'hui. Gaëlle Josse, bonjour et bienvenue dans ce dialogue littéraire. Dans votre 7e roman, Une femme en contre-jour, vous racontez un destin exceptionnel, une histoire à la fois sombre et belle. Vous reconstituez la vie de Viviane Meyer, de 1926 à 2009. Cette photographe américaine d'origine française, reconnue à titre posthume, à la suite de la découverte par un jeune collectionneur de ses clichés et pellicules au hasard d'une vente aux enchères. Alors justement, par quel hasard vous êtes-vous emparée de l'histoire vraie de Viviane Meyer ? Le hasard, c'est celui qui m'a mis tout d'abord face à ces photos. Quand je faisais des recherches pour Le dernier gardien d'Ellis Island sur l'immigration américaine, il y avait dans les recherches quelquefois des photos de Viviane Meyer qui se faufilaient. Et à chaque fois, elles m'ont énormément interpellée, énormément impressionnée. Parce qu'il y a une densité humaine dans ces photos, une intensité, avec ce talent de saisir en un cliché, pris à la volée, dans la rue, d'un inconnu, de tout comprendre d'une vie. Et je me suis demandé, évidemment, quel était l'œil et quelle était la main derrière l'objectif. Et puis peut-être aussi, quelle vie faut-il avoir vécue pour photographier comme elle l'a fait, tous les démunis, tous les exclus, tous ceux qui sont tombés à terre, avec autant de justesse, autant d'empathie, autant d'intuition. Voilà. Quel miroir est-ce que peut-être ça lui a tendu ? Là où le mystère s'épaissit, s'obscurcit complètement, c'est quand j'ai appris qu'en fait, elle n'avait quasiment jamais vu, très très peu, les photos qu'elle a prises. Donc comment peut-on consacrer des dizaines d'années de sa vie à une activité dont on ne verra jamais le résultat. Les personnages secondaires sont très intéressants dans ce roman. En quoi ont-ils contribué, chacun à leur manière, à faire de Viviane Meyer ce qu'elle est aujourd'hui ? Une légende. Oui, il y a toute une petite galaxie de personnages qui gravitent autour de Viviane Meyer. Pas énormément, puisque on lui connaît très peu de relations, finalement, pas de relations amoureuses, affectives, sexuelles, même pas d'amitié. Donc vraiment une vie de solitude, mais voilà, au cours de laquelle il y a quand même eu des rencontres extrêmement marquantes. Et puis il y a eu cette touchante histoire, voilà, de ces 3 frères dont elle s'est occupée pendant 17 ans, qui l'ont retrouvée à la rue dans une banlieue de Chicago où elle était vraiment à la rue, elle faisait les poubelles pour se nourrir, et qui lui ont offert un toit et qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à publier un très, très touchant hommage à son décès. Et puis l'homme qu'elle n'a pas connu, mais l'homme par qui tout est arrivé, c'est John Malouf. C'est John Malouf, voilà. C'est cet agent immobilier de 25 ans qui achète par erreur, par hasard, dans des cartons dans une salle des ventes, alors qu'il cherche des vieilles cartes postales pour illustrer un livre qu'il a en projet, qui va se trouver un fatras de planches contact, de films, de certaines photos développées, sans aucun nom, sans savoir de quoi il s'agit. Et intuitivement, il va quand même comprendre, c'est pas complètement n'importe quoi, mais qu'il a un trésor entre les mains. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il va trouver sur une enveloppe le nom Viviane Meyer, qu'il va aller sur Google et trouver ce fameux avis de décès, de cette manière-là, il va remonter la piste, rencontrer les 3 frères et découvrir l'histoire de cette femme, tout en décidant de faire émerger son œuvre, de créer finalement un corpus artistique entier à titre posthume. Nous sommes à la librairie au rayon Polar. Bonjour Anaïk. Bonjour chère Laurane. Place à tes coups de cœur pour ce beau mois de juillet. Tout à fait. Alors nous débutons avec La Saison des Feux de Céleste. J'ai peur de me tromper sur la prononciation de son nom de famille. Alors ça s'écrit NG, mais apparemment on prononce Ing. D'accord. La Saison des Feux se déroule dans un quartier chic de Cleveland et il y est question de 2 familles.
la famille Richardson, qui est une famille bourgeoise à qui tout a réussi. Et ils vont se lier d'amitié avec une famille monoparentale. Tout ce qu'elle possède tient dans leur voiture. Le premier chapitre du roman, qui est donc un peu noir, nous apprend que Isabelle Richardson, la fille cadette de la famille, vient de mettre le feu à la demeure familiale. Voilà, c'est pour ça. Une mise en ambiance, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que ce livre est un peu dans le rayon roman noir, polar, voilà, du fait de cette petite noirceur. Alors, le second titre que tu nous présentes, c'est le nouveau Norek. Alors, qu'en penser de ce livre Surface ? Alors, Surface est excellent. Il est indépendant des romans précédents écrits par Olivier Norek, qui est un ancien policier donc, qui travaillait dans le 93, dans le 9-3. Alors, il y est question de Noémie Chastain, qui est une flic, un capitaine de police qui travaillait au STUP, mais lors d'une opération risquée, elle s'est trouvée défigurée. Et la voilà mutée dans un petit village de l'Aveyron, à Valonne, dans lequel il ne se passe rien. Jusqu'au jour où le corps d'un enfant est retrouvé flottant à la surface d'un lac, dans un fût. Et donc, c'est une affaire qui est parfaite pour Noémie. Et donc, un gros coup de cœur, Morgan Audic, et me semble-t-il un coup de cœur que tu partages avec un autre écrivain que tu aimes beaucoup. Exactement, je vois que tu es au courant. C'est Franck Tillier qui recommande également De bonnes raisons de mourir. Morgan Audic nous emmène à Tchernobyl. Le corps d'un homme est retrouvé au sommet d'un immeuble désaffecté. Donc, il s'agit du fils d'un ancien ministre. La propre mère de ce jeune homme avait été assassinée le soir de la catastrophe nucléaire, donc le 26 avril 1986, et les coupables n'avaient jamais été retrouvés. Sauf que qui voudrait aujourd'hui aller enquêter sur un site radioactif ? Eh bien, on va quand même trouver des policiers pour enquêter. C'est une enquête de haut vol. Pour moi, c'est un thriller qui frôle la perfection. Waouh, impressionnant. Merci beaucoup Anaïk pour ces précieux conseils. Avec plaisir, Laurane. L'émission se termine. Je vous souhaite de très belles lectures, un très beau mois de juillet et on se retrouve au mois d'août. Thank you.